C'est bon, tu... Ouais, c'est bon, je le vois. D'accord. Donc moi, voilà, moi, je travaille dans le sud de Paris. J'ai travaillé beaucoup à Jourdain, donc qui est, je pense, comme vous le savez, celui qui a institué la télésurveillance au sein du protocole de soins avec ses interventions auprès du ministère de la Santé. Donc en fait, nous, on a développé aussi ces modules dans le service. Diapositive suivante. Alors, donc, je vais vous proposer de réfléchir à travers un cas clinique. Donc, c'est un patient de 69 ans qu'on a pris en charge dans le service. Donc, c'est un monsieur qui est hospitalisé pour un OAP, voilà, pour lequel on a mis en place un traitement définitif, de l'oxygène. Voilà. Il a un NT-proBNP initialement qui est assez élevé à 3656, avec à l'échographie une fraction d'éjection à 30%, avec une akinésie entérosepto-apicale. Et la coronarographie qu'on lui fait refaire puisqu'il avait un peu de trop et puis des ontés, enfin un peu de variabilité sur son ECG, montrait une occlusion chronique de l'IVA qui était connue, pour lequel on avait déjà instauré un traitement médical. Enfin, son cardiologue avait institué un traitement médical. Le facteur déclenchant de cette OAP, pas très clair. En fait, il a peut-être eu un petit peu de poussée hypertensive. Et puis, en fait, on profite de cette hospitalisation pour titrer les traitements, l'éduquer sur ses symptômes à surveiller. Diapositive suivante. À la sortie d'hospitalisation, il a une tension qui n'est pas très élevée, plus de signes d'insuffisance cardiaque, un NT-proBNP qui reste un petit peu quand même assez élevé, 1656 picogrammes par millilitre. Et il a à la sortie déjà de l'Entresto 49-51, 2 fois un matin, un soir, bisoprolol 5, dapagliflozine 10, spironolactone 25, de l'aspégique et l'association Taor-Ezitimib. Diapositive suivante. Et puis finalement, en fait, on se dit que c'est un bon candidat et on va voir pourquoi, pour être inclus dans un programme de télésurveillance et de suivi. Alors pour vous dire un petit peu, je pense que c'est aussi un partage d'expérience, en fait, d'avoir le privilège d'être invité par la clinique Saint-Gatien à Tours et de dire un peu comment on fait à Bicêtre. Nous, en fait, quand on a des patients assez graves comme ça, parce que comme vous l'avez vu, c'est un patient qui est hospitalisé alors qu'il a déjà de l'insuffisance cardiaque, donc on est déjà dans une phase d'aggravation de la maladie, ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui worsening heart failure, ou en fait quelque chose qui est en fait nettement une phase, un petit peu un tournant de sa maladie. C'est un monsieur qui reste relativement jeune. Et donc, se pose la question de savoir comment on fait pour regarder un monsieur on va dire, avec une qualité de vie conservée, plus réduire les hospitalisations, diminuer les décès. Et nous, donc à Bicêtre, on a la chance d'avoir une infirmière de Unispic, en fait, une infirmière qui s'occupe spécifiquement des patients en sortie d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque et qui fait de l'éducation thérapeutique et qui les met dans un programme de télésurveillance. Diapositive suivante. Alors juste pour retracer, mais c'est juste, je sais que vous savez tout ça, c'est juste pour vous donner une lecture un peu différente. Donc l'insuffisance cardiaque, c'est une maladie qui a une énorme prévalence et qui a un pronostic aussi grave ou plus grave que certains cancers. Étonnamment, pour beaucoup de médecins et pour beaucoup de patients, c'est pas, enfin, la gravité de la maladie n'est pas aussi fortement imprimée dans je dirais, l'inconscient ou la conscience des gens. En fait, voilà, quand on voit un patient insuffisant cardiaque, nous, cardiologues, on devrait avoir la même attitude qu'un oncologue qui voit un patient avec un cancer. Il y a une forte dégradation de la qualité de vie, il y a une forte dégradation, une fort risque d'hospitalisation et un risque de décès qui est très important. Donc, du coup, c'est très important d'être très proactif dans la titration des traitements. Enfin, il y a un problème connecté. Pas que chez nous. Sur le
Petit problème technique, Emmanuel va se reconnecter et poursuivre son topo. N'hésitez pas à commencer à poser vos questions si vous en avez à propos de la télésurveillance. Voilà, Emmanuel est reconnecté. Voilà, merci, excusez-moi, je ne sais pas pourquoi ça a sauté. Alors donc, j'étais juste en train de vous faire un petit aparté pour vous dire, si vous étiez oncologue, il ne vous viendrait pas l'idée de réfléchir aux effets secondaires des chimiothérapies pour instaurer un traitement pour votre patient. Vous vous auriez dit, je le traite et je vois s'il a des effets secondaires. Étonnamment, en tant que cardiologue, on pense d'abord aux effets secondaires des traitements potentiels, genre peut-être qu'il va aggraver sa fonction rénale, peut-être qu'il va faire une hypotension, avant d'instaurer les traitements. Donc vraiment, ça, c'est une prise de conscience très importante, et c'est l'enseignement de Strong HF. Il faut absolument titrer les traitements, ne pas avoir peur des effets secondaires, ça sauve des vies, ça améliore la qualité de vie. Diapositive suivante. Excusez-nous, ça va arriver, on a un petit problème technique, nous aussi. Alors, en fait, moi, vous voyez le... C'est déconnecté. Ouais, plus nous. Alors, donc, en fait, alors voilà, donc du coup, un rôle très important du cardiologue en sortie d'hospitalisation et du médecin généraliste. La sortie d'hospitalisation étant un moment crucial en charge du patient. Et ceci est accompagné donc par une note de l'HAS qui date un peu, mais dont on peut toujours s'inspirer. Diapositive suivante. Juste pour vous dire donc que nos patients, eh bien, il va falloir choisir comment on va les prendre en charge en sortie d'hospitalisation, instaurer le traitement le plus possible pendant l'hospitalisation. Pendant l'hospitalisation, dire au patient qu'il a une insuffisance cardiaque, hein, ça ne viendrait jamais à l'esprit d'un oncologue de pas dire au patient qu'il a un cancer de la prostate. Donc, pourquoi les gens insuffisants cardiaques ne savent pas qu'ils ont... C'est vraiment enfin, vraiment, il y a une prise de conscience importante à faire, hein, d'expliquer aux gens qu'ils ont l'insuffisance cardiaque, que c'est une maladie grave et que c'est une maladie qu'il va falloir prendre en charge dans un projet de soins, que les gens ne sont pas seuls et qu'on a des traitements qui marchent très bien et qu'il ne faut pas qu'ils se découragent et qu'on est là pour les aider, mais au même titre qu'un cancer. Il faut vraiment raisonner de la même façon. Et donc, décider du mode de sortie et de suivi dans la transition. Diapositive suivante. Dans cette transition, il y a de l'éducation thérapeutique, je vous l'ai dit. Bon, en fait, insister là-dessus parce que je sais bien que vous êtes très impatient que je vous parle de télésurveillance, mais tout ça pour vous dire qu'en fait, la télésurveillance ne fait que s'inclure dans ce processus de suivi et de sortie qui encadre le moment de sortie d'hospitalisation. Et dans ce processus, il y a de l'éducation thérapeutique, et j'insiste encore sur la consultation d'annonce, qu'en fait, on a développé un protocole autour de la consultation d'annonce avec le GIC et qui a été soutenu par Ethicare, pour expliquer au patient, pour lui faire de l'éducation sur les symptômes, essoufflement, prise de poids, œdème, fatigue, et les cinq principes qui sont des principes, donc faire de l'exercice physique, prendre son poids, observer ses traitements et ne pas trop saler. Et c'est là qu'intervient la télésurveillance. On peut poursuivre. Alors, oui, parce que en fait, la problématique, c'est d'éviter la phase cruciale, phase de transition, qui dure 3 mois, où le patient risque d'être réhospitalisé. Hein. Donc, en fait, une fois qu'on a passé ces 3 mois, on est un peu tranquille, mais finalement, il faut trouver la meilleure façon de... Diapositive suivante. Et donc, on a pas mal d'aides pour prendre en charge. Diapositive suivante. Donc, dans le suivi, on a des professionnels de ville, les pharmaciens, les infirmiers IPA, ISPIC, l'HAD, la télémédecine, les réseaux qui sont un peu moins présents actuellement, le Prado, peut-être des solutions e-santé, peut-être des cliniques d'insuffisance cardiaque dédiées. Bon, ça, c'est pas encore trop développé. Autour du patient, des associations de patients. Diapositive suivante. Donc, on va parler maintenant de cette fameuse télésurveillance.
Alors, la télésurveillance, elle est apparue dans les recommandations OSC 2021 avec pour ce qui est de la télésurveillance non invasive, diapositive suivante. Pour ce qui est de la télésurveillance non invasive, comme une aide à la prise en charge du patient pour réduire les hospitalisations et la mortalité cardiovasculaire avec un niveau de classe 2BB. Pour ce qui est de la télésurveillance invasive, donc en fait c'est le système CardioMEMS, eh bien en fait elle a elle aussi un niveau de preuve 2BB, mais bon, c'est pas tout à fait le même type de dispositif comme vous le savez. On va suivre. Suivante. Et donc, juste pour vous remettre aussi le contexte en fait de la télésurveillance, donc tout ça pour vous dire que la télésurveillance de l'insuffisance cardiaque fait partie de la télémédecine qui fait elle-même partie des modules d'e-santé. Le module d'e-santé, c'est tout ce qui sont connectés finalement à la prise en charge du patient. Vraiment, ça peut toucher énormément de paramètres, à la fois des applications, des systèmes où le patient va renseigner, par exemple, son espace santé sur sa carte vitale. Ça peut être des solutions qui l'aident, un site internet, une application, tout ça. La télémédecine, c'est différent. En fait, être efficace, qui a montré une efficacité pour la prise en charge des gens. Tous les outils d'e-santé n'ont pas montré vraiment d'efficacité. Par contre, la télémédecine, elle, a été évaluée, est évaluée et montre une efficacité. Donc, on va passer suivante. Et alors, donc, la télémédecine, elle arrive, si vous voyez, en fait, quand on a des patients, donc on va du patient qui a des facteurs de risque vers un patient qui a lui-même une maladie. Donc là, c'est la place des techniques dans la vie du patient. On a pris l'exemple du diabète. Vous voyez qu'en fait, dans chaque maladie chronique, vous avez des effets qui sont liés à un mode de vie, à une interaction de l'e-santé à des moments donnés, parce que le patient va être proactif, va parfois se saisir d'outils tout seul, mais en fait, finalement, on ne sait pas trop si ça va impacter sa prise en charge. Et en fait, après, pour diminuer les complications, les comorbidités, et bien, vous avez des traitements et vous avez des outils de télésuivi et de télémédecine. Suivante. Donc, comme je vous disais, la télémédecine, télésurveillance de l'insuffisance cardiaque, comme tout outil de télésurveillance dans un parcours de soins d'une maladie chronique, a pour objet de permettre aux professionnels médicaux d'interpréter à distance des données nécessaires au suivi médical du patient et de prendre des décisions relatives à la prise en charge de ce patient. Ça nécessite l'enregistrement et la transmission des données et c'est réalisé soit par le patient, soit par un professionnel de santé. L'interaction du professionnel devant une alerte ou devant quelque chose qui se passe. Donc, en fait, il y a une interaction entre le patient et le professionnel. Contrairement à l'e-santé, vous avez compris que c'est le patient tout seul devant son smartphone ou bon, voilà, finalement, il n'y a pas d'interaction. La télésurveillance, c'est pas pareil. En fait, c'est finalement d'être à distance, comme là aujourd'hui, on fait un truc qu'on a l'habitude de faire maintenant, une visio. Moi, je suis en région parisienne et puis vous êtes à Tours et finalement, interagir ensemble et c'est ça, et on espère que via cette interaction, il va y avoir des effets. On peut passer aux suivantes. Alors, le décret, donc comme vous devez le savoir, en fait, il y a eu un décret qui a été publié le 6 janvier 2024 qui cadre la prescription de la télésurveillance qui est rentrée étape dans le droit commun et qui donc fait partie d'une loi pour la prescription. Et donc, vous pouvez prescrire une télésurveillance dans le cadre du parcours de soins d'un patient insuffisant cardiaque si une des deux conditions sont respectées, soit une hospitalisation au cours des 12 derniers mois, soit un patient de classe 2 de la NYHA ou plus, avec un taux de NT-proBNP supérieur à 1000 picogrammes par millilitre. Donc, nous, vous voyez, en fait, notre patient, il a les deux critères. C'est où, mais le nôtre, il avait les deux.
les patients que vous ne pouvez pas inclure, bah, c'est des patients qui ne veulent pas. Ça paraît logique, mais voilà. Ou qui ont une impossibilité physique ou psychique à utiliser le dispositif numérique, sachant que, en fait, certaines sociétés de télésurveillance proposent une aide avec des infirmières qui remplissent finalement les dispositifs ou qui font la surveillance à distance en remplissant les questionnaires à la place du patient. Voilà, on peut suivre. Alors, en fait, pourquoi on a mis autant de temps, peut-être, ou pas? Est-ce qu'on a des preuves pour montrer surtout que la télésurveillance de la patience insuffisant cardiaque fonctionne? Là, je vous ai partagé, c'était la première méta-analyse qui montrait quel type de télésurveillance était utile pour les patients et sur quels critères. Alors, à l'époque, en 2017, il y avait déjà 53 essais cliniques qui avaient montré chez des patients insuffisants cardiaques plutôt une tendance à l'amélioration sur les réadmissions et sur la mortalité, c'était un peu moins net. En tout cas, sur les réadmissions, c'était assez net. Et alors, en fait, bon, vous allez me dire, oui, mais la télésurveillance, en fait, il y a plein de modèles. On peut avoir une infirmière qui téléphone, on peut avoir le poids, la surveillance du poids, du saturomètre, de la tension. On peut avoir peut-être des outils d'impédance pétrie, point d'interrogation. On pourrait avoir une montre connectée. On pourrait avoir une carte de MEMS. Donc, lesquels fonctionnent et lesquels sont les plus efficaces? On va continuer. Suivante. Donc, ce qui marche finalement, c'est surtout des programmes qui, en fait, incluent les surveillances des patients sur le poids et sur des données biométriques avec interface de l'infirmière. On va passer à la suivante. Plus que des appels téléphoniques de l'infirmière qui disent « est-ce que tout va bien ?» Bref, tout ça pour dire qu'il y a eu un moment en fait un peu charnière, c'était en 2018 avec la publication de TeamHF2 qui a montré pour la première fois une efficacité de la télésurveillance dans une étude randomisée chez des patients insuffisants cardiaques avec tout type de fraction d'éjection, assez grave quand même, et un effet sur la bimortalité. Et diapositive suivante. En fait, l'enseignement de TeamHF2, c'est qu'effectivement, le patient randomisé dans un système de télésuivi connecté externe, hein, donc c'était poids, saturation, eh bien, ça fonctionne. Suivante. Mais au prix d'une intervention médicale extrêmement fréquente. Après la main, c'est ça. Je suis désolé, j'ai pris la main pour passer la suivante. Allez-y, voilà. Alors, en fait, oui, donc au prix d'une intervention humaine extrêmement fréquente. Donc, enfin, moi, je trouve que c'est vraiment aussi l'enseignement de ces études sur la télésurveillance. Vous voyez, en fait, les patients, ils ont eu 1 million dans le bras intervention, 1 million d'alertes. 1 million de moments où, en fait, ils ont transmis 1 million de transmissions de paramètres vitaux. Et en fait, les alertes, elles étaient codées selon les critères. Hein, et vous voyez, presque 40 000 alertes ont nécessité l'intervention d'un médecin ou d'une infirmière. Donc, vous voyez que finalement, derrière l'efficacité de la télésurveillance, on en revient toujours au même, enfin finalement quelque chose qui me paraît assez logique, c'est qu'en fait, il faut une personne humaine, une infirmière, un médecin, un pharmacien, pour gérer et pour adapter les traitements si une alerte survient pour que ce soit efficace sur la diminution de la morbimortalité. Suivante. Alors là, en fait, du coup, je reviens sur des études plus récentes. Donc, j'aime bien celle-ci de François Roubi, qui est mon collègue, qui a publié en 2024. Là, alors après, on a arrêté de faire des essais randomisés parce qu'en fait, le problème dans l'insuffisance cardiaque, c'est qu'il faut beaucoup de patients pour montrer une différence significative sur des interventions, vu que les patients sont quand même maintenant bien traités. Là, il a fait, lui, il a comparé des patients inclus dans son système de télésurveillance, télésuivi,
donc c'est le groupe CCC-TLM, qui l'a comparé à Standard of Care, qui sont des patients issus du SNDS. Donc en fait, c'est le système de l'assurance maladie, et ils ont couplé, en fait, ils ont fait un appariement selon le sexe, l'âge, chez des patients qui avaient une insuffisance cardiaque, qui étaient cotés comme insuffisance cardiaque par le SNDS. Et donc, vous voyez, dans cette étude, eh bien, on voit une efficacité également sur les décès et les hospitalisations chez les patients qui avaient bénéficié de la télésurveillance. Alors, l'intérêt de cette étude, ça montre une efficacité. Après, une des limites, c'est que les patients, il y a quand même un biais pour les patients qui ne sont pas inclus dans la télésurveillance. Ce sont souvent des patients, finalement, qui refusent d'être surveillés. Qui dit patient qui refuse d'être surveillé dit aussi patient qui n'a pas très envie de se soigner. Donc, du coup, en fait, c'est un peu où c'est le patient qui est un peu isolé, ou c'est le patient qui est un peu, voilà, qui est pas facile à soigner, finalement, hein. Donc, on voit une différence, mais aussi, quand on inclut un patient en télésurveillance, il faut savoir que ça va être aussi un patient qui a envie, qui a une démarche très proactive pour se soigner, qui a envie de s'en sortir. Et donc, il y a un biais dans ces études. Ce qu'on voit aussi, c'est que quand les patients sont inclus dans le système de télésurveillance, eh ben, ils sont hospitalisés moins longtemps. Et par contre, ça coûte un peu plus cher. On va revoir sur la diapositive suivante, sur cette histoire de coût. Alors, voilà, donc il n'y a pas beaucoup d'études sur le coût de la télésurveillance ou la diminution de coûts, d'ailleurs. En fait, ce qui coûte cher, alors là, c'est une étude qui a été réalisée sur les patients qui étaient inclus dans OSICAT, donc qui était une grosse étude qui a été faite par Michel Galinier sur, pareil, c'était un système de télésuivi extérieur, hein, classique, poids, questionnaire, saturation chez les patients. Et ce qu'on voit finalement, ce qui coûte cher chez les patients, quel que soit le bras, hein, c'était télésuivi versus standard, eh ben, c'est l'hospitalisation et l'infirmière, hein. Une fois que le patient il est sorti, que c'est vrai, il n'y a pas finalement de grands bénéfices économiques sur un suivi de 12 à 18 mois chez les patients dans OSICAT. Bon, voilà. Ils n'ont pas montré, mais sachant qu'OSICAT n'était pas positive, enfin, il n'y avait que les patients les plus graves qui bénéficiaient de la télésurveillance. Donc, voilà, ça reste une petite limite, mais c'était juste pour dire que l'économie pour le système de santé, pour l'instant, n'est pas encore très démontrée, on va dire. Voilà, on suit. Alors, juste pour vous montrer où en est-on, je vous ai montré une première slide en 2017, en 2024. Quels résultats sur la mortalité, l'hospitalisation et les réhospitalisations réitératives? Eh bien, en fait, on a quand même de plus en plus de preuves par, là, c'était des compilations de patients insuffisants cardiaques recrutés dans différentes études, que ce soit sur du télémonitoring, du support téléphonique structuré, du télémonitoring complexe. Ça veut dire quoi? Ça, c'est CardioMEMS. Ah non, pardon, télémonitoring complexe et invasif, donc c'est CardioMEMS. Eh bien, en fait, vous voyez que la télésurveillance montre quand même nettement une efficacité sur les réhospitalisations et les décès. Donc, en fait, on est quand même aujourd'hui sur des preuves tangibles pour dire que la télésurveillance, oui, c'est efficace dans la suivi des patients insuffisants cardiaques. Ça permet de diminuer les hospitalisations et les décès.